On commence cette émission avec la sénatrice du jour, Catherine Dumas. Bonjour Catherine Dumas. Bonjour. Alors le principe de cette émission pour commencer, c'est de regarder les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3 avec d'abord une première une, celle du journal L'Union et qui concerne la canicule sous les toits La Fournaise. Deuxième une, Le Berry républicain et cette question, qui est vraiment Laurent Duplon, le sénateur Les Républicains, agriculteur de profession et auteur de cette proposition de loi qui réautorise un néonicotinoïde. Et puis troisième une sélectionnée aujourd'hui, la une du journal L'Alsace sur la réforme de l'audiovisuel public qui est examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui est d'origine sénatoriale, portée par la ministre Rachida Dati. Quelle une choisissez-vous, Catherine Dumas? Parlons de Laurent Duplon, qui est un ami. Parlons de sa proposition de loi sur l'agriculture. Tout à fait. Eh bien, je crois qu'il a entamé un vrai travail. D'abord, c'est un agriculteur qui connaît très bien ces sujets, qui les pratique tous les jours, qui les défend d'ailleurs ardemment au Sénat. Il a... Pardon. Il a... initié un travail, je suis désolée. Allez-y, prenez le temps de boire un verre. Je rappelle juste que cette proposition de loi de Laurent Duplon, elle prévoit notamment de réintroduire un pesticide néonicotinoïde. Avant tout, voilà, ma voix revient, avant tout, c'est lever les contraintes sur le métier d'agriculteur. On a en France un atout extraordinaire, c'est notre géographie, nos exploitations agricoles. Tous les pays n'ont pas ça, dans une diversité extraordinaire. Il faut les préserver. Il y avait un certain nombre d'abus. On revient avec cette proposition de loi à un peu de modération. Donc il y a un sujet pesticide, avec des propositions qui sont faites. Il y a le sujet aussi des agences sanitaires qui prenaient un peu trop de place. Donc je pense que c'est quelque chose qui ramène un peu de clarté, mais aussi de sagesse dans la gestion des exploitations agricoles, parce que c'est très difficile pour les agriculteurs. Alors évidemment, c'est très décrié parce qu'il y a tout un lobby autour de l'agriculture qui s'est réveillé et qui ne veut pas de cette proposition de loi. Aujourd'hui, on en est à la CMP. Je ne doute pas qu'un accord puisse être trouvé. Allez, on va parler des questions internationales, Catherine Dumas, puisque je le rappelle, vous êtes vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Et on va revenir sur la question iranienne après cette guerre Iran-Israël. Alors là, maintenant, il y a un cessez-le-feu, mais le problème nucléaire iranien demeure. Et puis, il y a cette déclaration du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'était hier dans une interview à la chaîne américaine CBS. Et il déclare que l'Iran aura de nouveau dans quelques mois les capacités techniques pour enrichir de l'uranium. Bon, finalement, ces frappes américaines, on a l'impression qu'elles n'ont servi à rien. Non, je dirais pas ça. Elles étaient certainement nécessaires. En tout cas, je pense pas qu'elles n'aient servi à rien. Mais c'est vrai qu'il y a un problème qui subsiste avec le nucléaire en Iran. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Iraniens ont à la fois la volonté politique par rapport au nucléaire, ils ont le savoir-faire, les ingénieurs, ils savent faire, et ils ont la matière. On l'a bien vu. Donc, il y a un réel problème. Alors après, on nous dit, c'est une question de semaines, de mois. Moi, je n'en sais rien, évidemment, peut-être moins d'un an, mais c'est vrai qu'ils peuvent reprendre, en effet, ce programme nucléaire. D'où la nécessité, d'abord, d'être très attentif et aussi de faire en sorte que l'ensemble des pays puissent se mettre ensemble pour être très vigilants. Alors, l'Agence internationale de l'énergie atomique, évidemment, est en veille sur ce sujet. J'ai compris qu'elle ne peut pas toujours très bien faire son travail, mais il est essentiel, en tout cas, que tous les pays puissent vraiment avoir une très grande vigilance, parce qu'en fait, l'Iran est un pays qui a annoncé qu'il se servirait de la bombe, en tout cas qu'il voulait détruire un autre pays. Donc ça, on ne peut pas le laisser faire. Donc il y a quand même une grande vigilance encore. Sur ce point, le ministre de l'Intérieur et président du Parti Les Républicains, Bruno Retailleau, a estimé hier que Donald Trump avait eu raison de frapper l'Iran. C'est quand même une nette dissonance, un net désaccord avec la position française de la diplomatie d'Emmanuel Macron, qui est de dire qu'il n'y a pas de solution militaire à ce problème iranien. Alors, in fine, il n'y a peut-être pas de solution militaire, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères, prône une solution politique et diplomatique, bien entendu, mais je pense que les deux sont nécessaires. Au moment où les États-Unis l'ont fait, malheureusement, c'était nécessaire.
Donc vous croyez à ce retour à la table des négociations de l'Iran qui est demandé par les Européens, par Emmanuel Macron, oui, qui sont peu entendus pour l'instant? Je pense en effet qu'il faut revenir à la table des négociations. Il faut juste se dire que l'Iran, dont on pensait après ses frappes qu'elle allait, je dirais, capituler, pas du tout. En fait, elle a plié, mais elle n'a pas rompu. Enfin bon, voilà. Donc elle est affaiblie. Il y a aussi les infiltrations Mossad. Donc on voit bien que c'est un pays affaibli, d'ailleurs, qui resserre l'étau autour de sa population, ce qui est assez dramatique aussi, qui pose d'autres problèmes. Après, il faut revenir aux négociations. Moi, je dirais que l'Europe, dans cette période, n'a pas été très présente. Elle a eu du mal à faire entendre sa voix face à Donald Trump qui parle très fort. Donc, il faut peut-être reprendre la main. Je sais que le ministre des Affaires étrangères entend faire valoir les accords de Vienne pour voir si, par ces accords, on peut... Donc, accord sur le nucléaire iranien de 2015. Voilà, qui d'ailleurs prendront fin en 2025. Voir comment on peut les réutiliser pour... quelque part avoir des sanctions si nécessaire contre l'Iran. Donc oui, il faut que l'Europe et la France reprennent la main. On va dire un mot des 2 otages français qui sont toujours détenus à Téhéran, Cécile Coller et Jacques Paris. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant leur état de santé. On va écouter la sœur de Jacques Paris et l'avocate des familles des otages qui ont tenu une conférence de presse vendredi dernier. Nous, du côté des familles, on appuie 2 demandes. 1, comme on l'a dit, c'est d'avoir une preuve de vie. Et 2, que les négociations diplomatiques puissent enfin aboutir là pour une libération immédiate sous forme d'exfiltration humanitaire d'urgence, puisqu'on est face à un cas d'urgence vitale. Autrement dit, de remise pure et simple aux autorités françaises, quelle que soit la façon dont les autorités iraniennes s'y prennent. Encore une fois, on parle d'extradition judiciaire si elle est possible, on parle de remise pure et simple. On a bien compris que de toute façon, les autorités iraniennes s'extraient de tout cadre juridique. Catherine Dumas, on a l'impression que le Quai d'Orsay, la diplomatie française, est impuissante pour ne serait-ce qu'avoir des informations, des preuves de vie de nos otages en Iran. Oui, c'est très difficile. Ça fait 3 ans que ça dure. Au Sénat et à la Commission, on s'est beaucoup inquiété de ce sujet. On a reçu les familles également il y a quelque temps. C'est vrai que c'est difficile d'avoir un dialogue avec l'Iran. Il n'y a pas de protection consulaire. On n'a plus de nouvelles des otages. Il y a eu ce bombardement de la prison d'Evin. On ne sait pas si les otages sont encore dans cette prison ou pas. Bombardement qui aurait fait 71 morts selon les Iraniens. Alors, il faut savoir que c'est quand même une prison sur plusieurs hectares, c'est quelque chose d'assez énorme, mais on n'a pas de nouvelles et je comprends que les familles se mobilisent et il faut qu'on les aide. C'est une pression, alors là pour le coup tout à fait diplomatique avec l'Iran, mais qui a beaucoup de mal à entendre ce qu'on lui dit, hein. Et dans le contexte actuel c'est très compliqué, mais il faut vraiment qu'on fasse le maximum pour obtenir la libération de ces 2 personnes qui n'ont rien à faire dans des geôles iraniennes, bien sûr. Catherine Dumas, on va parler de la politique nationale avec cette motion de censure des députés socialistes qui sera examinée demain à l'Assemblée nationale à l'issue de ce conclave sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que c'est? C'est le début de la fin pour François Bayrou? Écoutez, on a un Premier ministre qui est en sursis, un Premier ministre qui est assis sur une majorité qui n'existe pas, un Premier ministre qui joue la montre, on le voit, qui essaie... Donc vous, les LR, vous n'êtes plus dans la majorité? Attendez, je n'ai pas dit ça. Je vous parle du Premier ministre qui joue la montre. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'un Premier ministre qui détourne le regard de tous les dossiers importants. On va parler des retraites, on parlera d'autres sujets. Il détourne les regards des sujets importants. Donc, c'est un vrai problème. Alors, nous, les LR, nous, évidemment, on participe au gouvernement. Mais pourquoi on l'a fait participer au gouvernement? Tout simplement parce qu'il y avait un chaos financier, une crise budgétaire, de très gros sujets pour la France, et qu'il nous a semblé indispensable de ne pas rester au bord de la route, mais de pouvoir apporter ce qu'on sait faire aux Français. En revanche, on restera au gouvernement d'abord tant qu'on est utile pour la France, mais en revanche, ça n'a rien à voir avec le sort du Premier ministre lui-même, qui est énormément fragilisé. En vous écoutant, vous dites François Bayrou détourne le regard de sujets essentiels. Finalement, il mérite sa censure? Ah, écoutez, on va voir d'abord s'il y a censure. Il est dans les mains de Madame Le Pen, qui fera la censure quand ça l'arrangera. Donc, vous voyez où on en est. Donc, je ne sais pas s'il mérite, mais en tout cas, on est très déçus par sa façon de gouverner la France. Tout à fait.
C'est une manière de gagner du temps, d'être un petit peu dans l'immobilisme? Oui, alors il est complètement dans l'immobilisme. Je sais qu'il n'aime pas qu'on dise ça, mais c'est franchement la réalité. Quand on est parlementaire, on s'en aperçoit. Quels sont les textes importants qu'il a voulu porter? Aucun. Aucun n'aboutit. Sur le sujet des retraites, il est dans un déni total. On voit que son conclave, comme il dit, conclave qui part en fumée d'ailleurs, hein. Bon, je ne veux pas faire un jeu de mots, mais enfin c'est quand même le cas. Son conclave n'aboutit sur pas grand-chose et il nous dit c'est une grande avancée. Franchement, il y a un petit problème. Donc, dans le déni, oui. Alors justement, sur ce conclave, sur la réforme des retraites, cette négociation qui a duré des mois entre certains syndicats et le patronat, certes, il n'y a pas eu de fumée blanche, pas d'accord global entre les partenaires sociaux, mais quand même des points de convergence sur la hausse des pensions de retraite pour les mères de famille qui ont eu des carrières hachées, la baisse de l'âge de départ sans décote à 66 ans et demi, également des accords sur une meilleure prise en compte de la pénibilité. Pour vous, ce n'est pas suffisant. Alors, ce sont des points importants, c'est évident, mais ce n'est pas l'ensemble du sujet. Et ça n'apporte pas de solution au problème des retraites. Il faut savoir que, compte tenu de l'évolution de la démographie, on a de plus en plus de retraités par rapport au nombre d'actifs. Donc, on a un vrai sujet. Quelles sont ces solutions? Il n'y en a pas. Donc, moi, je pense que l'urgence, c'est que le Parlement se ressaisisse de ce dossier, qui a des implications financières énormes, je viens de le dire, des implications sociales également, et qu'on réinstaure un dialogue, mais que ça passe par le Parlement, parce qu'apparemment, il n'y a que nous qui savons faire. Ça veut dire que vous demandez, finalement, un peu comme les socialistes, un vrai texte sur les retraites, un projet de loi sur les retraites? Oui, je demande qu'on retravaille sur ce texte. Pas seulement dans le budget de la sécurité sociale. On a perdu beaucoup de temps avec ce conclave, et on aboutit à pas grand-chose, donc il faut reprendre la main, oui. Un vrai texte, un vrai débat au Parlement sur les retraites, notamment pour parler de la retraite par capitalisation? C'est ça que la droite souhaite? Mais ça peut être une des pistes. C'est évident que ça ne sera pas la solution, mais c'est évident qu'on ne peut pas faire abstraction de la retraite par capitalisation. Oui, il faudra l'envisager pour une part. Et est-ce qu'il faut rouvrir le débat sur l'âge de départ, l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans? C'est un sujet de toute façon dont il faudra reparler. Tout le monde le sait et tous les pays autour de nous le savent et le font. Pour l'augmenter? Alors, il faudra voir comment on peut faire évoluer, oui, d'une façon ou d'une autre. Car les Français souhaitent le baisser à 62 ans. J'ai bien compris, mais il y a ce que les Français souhaitent, et encore pas tous, parce qu'il y a quand même des gens qui comprennent le sujet. Il y a l'évolution de la vie, l'évolution de la durée de vie aussi qu'il faut prendre en compte. Donc je pense qu'il faut surtout tout remettre sur la table, à plat, et reprendre quelque chose de sérieux. Allez, on va parler de l'actualité parlementaire et de ce bras de fer entre le Sénat et le gouvernement sur la réforme du scrutin des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille. On accueille notre journaliste parlementaire Yann Effelé. Bonjour Yann. Bonjour Alexandre, bonjour Madame la sénatrice Dumas. Alors tout d'abord Yann, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de ce texte, de cette réforme du scrutin des municipales dans ces trois grandes villes? Oui, les villes de Paris, Lyon, Marseille ont un fonctionnement à part, un mode d'élection à part. Depuis 40 ans, elles sont découpées en arrondissements ou en secteurs qui sont chacune dotées d'une mairie. Les élections municipales s'y font sur la base de ces arrondissements et non pas sur la base de la commune dans son entièreté comme partout ailleurs. Mais ce mode de scrutin est critiqué, il poserait une question démocratique puisqu'il est théoriquement possible pour un maire d'être élu avec une minorité de voix d'habitants en remportant les arrondissements les plus peuplés. Ce cas s'est présenté en 1983 à Marseille. C'était l'élection de Gaston Defferre. Le texte prévoit donc 2 scrutins séparés pour que les électeurs puissent choisir directement le maire de leur commune. Et le problème, c'est que les députés sont pour cette réforme, mais les sénateurs sont contre. Exactement, avec un désaccord entre parlementaires d'un même parti. Regardez les résultats du scrutin en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous les voyez apparaître. Les députés LR ont voté pour, sauf un. Les sénateurs LR ont voté contre à 129 d'entre eux. La CMP s'est donc réunie, commission mixte paritaire, moins d'une demi-heure de discussion pour acter d'un désaccord. Elle a été donc non conclusive. La procédure normale dans ce cas-là, la suite du parcours législatif, c'est un nouvel examen dans les 2 chambres. Le problème, c'est que le Premier ministre vous avait dit devant les sénateurs que s'il n'y avait pas d'accord, eh bien, il n'y aurait pas de loi. Et pourtant, le gouvernement a décidé de renvoyer le texte au Palais Bourbon pour une nouvelle lecture. Écoutez ce qu'en a dit le ministre des Relations avec le Parlement face à la colère des sénateurs. C'était lors des questions au gouvernement mercredi dernier. Alors j'entends évidemment vos préventions légitimes et qui ont été relayées par le président du Sénat, aujourd'hui encore, sur ce que serait un dernier mot donné à l'Assemblée nationale. Mais nous n'en sommes pas là. Parce que si on applique les institutions,
Lorsqu'une CMP n'est pas conclusive, les deux chambres sont saisies chacune pour nouvelle lecture. Le souhait du gouvernement, compte tenu de ce que je viens de dire, c'est de tout faire pour qu'un compromis soit envisagé. Ce serait problématique pour vous, Madame la sénatrice, ce cas de figure, une poursuite de la navette parlementaire? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur vos propos et vous avez bien dressé le tableau. Mais je voudrais quand même apporter quelques précisions. On part d'un texte pas préparé, très mal préparé, qui ne parle que du mode de scrutin, pas de la gouvernance. Ce qui intéresse les citoyens et au cas particulier pour ce qui me concerne les Parisiens, c'est quand même comment Paris est géré. On parle d'un texte qui concerne 3 grandes villes qui n'ont plus rien à voir entre elles. Donc il faut aujourd'hui avoir des textes dissociés par rapport à ces grandes villes qui ne demandent pas la même chose. Après, en effet, un Premier ministre qui, dans l'hémicycle du Sénat, nous dit que si le Sénat ne veut pas de ce texte, il ne passera pas outre. Donc, dont acte. Aujourd'hui, on arrive après une CMP non conclusive, en effet. Vous avez dit d'une demi-heure, mais oui, en fait... personne n'était d'accord et surtout, personne du côté Assemblée qui souhaite ce texte n'a pris la parole lors de la CMP. Personne ne leur a interdit de parler. Au contraire, on leur a même demandé de parler. Personne ne l'a fait. Bon, après vous dites, les députés et les sénateurs ont voté complètement différemment en ce qui concerne les LR. Vous avez tout à fait raison. Alors, quid? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Au Sénat, qui est la Chambre des territoires, d'ailleurs, dans lequel ce texte aurait dû passer en premier. Ça semblait quand même la moindre des choses. Au Sénat, les sénateurs de l'ensemble des 3 grandes villes, à part une ou 2 exceptions, sont contre ce texte. Bon, pour des raisons bien précises, mais surtout, encore une fois, parce qu'ils ne traitent aucun des problèmes. À l'Assemblée nationale, les députés LR, en effet, à notre grande surprise, et je dirais presque un peu contre leur gré parfois, pour certains d'entre eux, ont voté pour ce texte. Tout ceci se passait dans le cadre d'un moment un peu compliqué pour les Républicains, qui était l'élection à la présidence des Républicains, qui est venue court-circuiter cette affaire-là. Donc c'est Laurent Wauquiez qui a fait un accord avec Rachida Dati qui défend ce texte. Oui, tout le monde le sait. Et les députés ont voté souvent, comme je vous le dis, contre leur gré. Bon, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, on en est où? La CMP, donc non conclusive. Le Premier ministre qui avait donné sa parole, je n'arrive pas à penser que le Premier ministre de la France revienne sur sa parole donnée devant le président du Sénat, les sénateurs. Et bien justement, on va écouter la réponse du Premier ministre François Bayrou, pour qui il n'y a pas de problème avec cette réforme. Le Parlement dans ces 2 chambres va s'exprimer. Et il n'y a rien de plus simple. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais Je vous en prie. avec François Bayrou, tout est simple. C'est comme pour le conclave, tout va bien. Avec PLM, tout est simple. Non, tout n'est pas simple. Il a donné sa parole, on entend qu'il la respecte. Ceci dit, ce que je voudrais ajouter, c'est contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas pour que les électeurs élisent directement leur maire. Dans toutes les communes de France, aucun électeur n'élit son maire, c'est le conseil municipal. C'était pareil à Paris, Lyon, Marseille. Jusqu'à présent, quel que soit le mode de scrutin, ça sera pareil. Ça sera pour Paris, le conseil de Paris, qui votera pour le maire de Paris. Ceci dit, aujourd'hui où on en est, on va voir ce qui se passe. Le gouvernement souhaite de renvoyer le texte, ce qu'il ne fait jamais d'ailleurs depuis un certain nombre d'années dans ce genre de cas. Moi, ce que je dis juste, c'est qu'attention, ce texte est tellement mal fait qu'il y a d'énormes risques d'inconstitutionnalité. Il y a aussi la question de la cacophonie dans le bloc gouvernemental, le socle commun. Écoutez ce qu'en disait votre collègue Francis Spinner, lui très opposé à la réforme également. Il a accouché d'une loi qui est ni faite ni à faire. Les centristes ne peuvent pas nous demander d'être solidaires à chaque fois et ne pas l'être, et que ça ne sera pas sans conséquence. C'est-à-dire? Eh bien, il n'y aura plus, en ce qui concerne un certain nombre de sénateurs, de soutien aux textes des centristes lorsque nous estimerons qu'ils ne sont pas bons. C'est une rupture de la solidarité de la majorité sénatoriale. Est-ce que vous allez aussi loin que votre collègue? Ça remet en cause la stabilité du socle commun? Je le dirais peut-être différemment, mais ceci dit, soulève un vrai problème. Au Sénat, le groupe centriste, qui ne comporte pas de sénateurs impactés dans aucune des 3 villes, donc je dirais quelque part ça nécessite un peu de recul notamment, eh bien a voté pour ce texte. Donc c'est vrai que ça pose un vrai sujet et qu'on aimerait bien en connaître d'ailleurs les raisons. Oui, des petites tensions en ce moment au sein de la majorité de droite et du centre du Sénat. Merci beaucoup
Yann pour ces explications et ces questions. On va continuer à parler des municipales à Paris puisqu'on va retrouver nos partenaires du journal du Grand Paris avec Jacques Paquier. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du Grand Paris et on parle de cette campagne municipale à Paris avec un moment important aujourd'hui puisque c'est le jour de la primaire du Parti socialiste pour ces municipales à Paris. Oui, tout à fait. Madame Dumas, j'aurais voulu savoir comment vous voyez, vous, le calendrier. Donc, vous êtes élu de Paris, vous êtes membre du groupe Union Capitale, et certains s'impatientent à droite en disant bon, la campagne est bien partie à gauche depuis que Anne Hidalgo a annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Comment vous voyez vous-même le déroulement un peu à venir de la campagne à droite? Est-ce que vous soutenez Rachida Dati qui demeure la candidate naturelle pour certains et un peu moins pour d'autres? Oui, bonjour Monsieur Paquet. Alors le calendrier, bon, on vient de parler de la CMP, on va voir ce qui se passe très rapidement avec ce texte, cette proposition de loi. Et comme je l'ai dit, il y a des recours qui seront faits, si jamais ça devait aboutir, il y a des recours qui seront faits par plusieurs groupes au Sénat. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a ce qui concerne la gauche. Ils ont aujourd'hui, quelque part, un moment fort pour eux, puisque on devrait connaître le départage entre les deux candidats parisiens, savoir lequel sera finalement le candidat socialiste. On voit bien que, d'ailleurs, la gauche parisienne est affaiblie. Je pense qu'après un certain nombre d'années d'une gestion qui a été quand même très compliquée, la gauche parisienne sort affaiblie de cette gestion. En revanche, au profit de qui? Au profit des Verts. Des Verts parisiens et éventuellement d'ailleurs de LFI. La sociologie de Paris a aussi beaucoup évolué ces dernières années et évidemment on le retrouve là. Le calendrier, pour ce qui concerne en tout cas les Républicains, le nouveau président des Républicains, Bruno Retailleau, entend prendre une décision avec la Commission nationale d'investiture dans laquelle je suis. On m'a reconduite dans cette commission, certainement fin septembre, début octobre, enfin peut-être courant octobre au plus tard, puisque de toute façon on va rentrer en période électorale, les comptes de campagne vont commencer à fonctionner, donc on ne peut pas attendre. Donc le calendrier, me semble-t-il, c'est celui-ci. Et Rachida Dati a de fortes chances d'être la candidate des LR à Paris? Alors je ne sais pas de qui Rachida Dati sera la candidate d'ailleurs, parce que j'avais compris qu'elle avait le soutien et qu'elle était poussée par un certain nombre de personnes de Renaissance. De combien de personnes s'agit-il? Que font les autres? On lit, moi je lis dans la presse que certains sont à la recherche aussi d'autres candidats. Donc on voit bien que ce n'est pas simple, donc il faut que ça devienne plus clair. Après, ce que feront les LR, eh bien encore une fois, c'est la commission d'investiture du parti qui le décidera avec le président du parti. Donc à vous entendre, la candidature de Rachida Dati pour la droite et le bloc central à Paris n'est pas évidente. Mais il y a déjà un autre candidat, Francis Spinner, et puis il y en aura sénateur Les Républicains. Il y en aura peut-être d'autres, moi j'en sais rien. Après tout, il faut qu'il y ait une offre, donc on va voir. Mais en tout cas, je pense que s'il y a un mot qu'on ne peut pas employer par rapport au municipal à Paris, c'est le mot évident. Rien n'est évident. Ça pourrait être un bon candidat, Francis Spinner, pour la droite à Paris? Écoutez, on verra. Après, on n'est pas encore dans la discussion. Il faut qu'après, les gens qui sont candidats aussi aient des projets, des propositions. Il faut qu'ils sachent rassembler aussi. Donc tout ça, on ne l'a encore pas trop vu. Donc j'espère que d'ici début octobre, on aura l'occasion d'en reparler et que les choses s'éclairciront. Mais vous, personnellement, est-ce que vous avez déjà votre candidat pour Paris? Non, moi je souhaite que la droite, j'ai beaucoup œuvré pour ça, j'ai été 5 ans auprès de Rachida Dati pour gérer le groupe, j'ai beaucoup fait le travail d'opposition avec tous mes collègues du Conseil de Paris, je souhaite vraiment que la droite puisse revenir à la gestion de cette ville qui est franchement mal gérée, qui est abîmée, et il y a beaucoup à faire pour les Parisiens et les Parisiens sont demandeurs. Jacques, il nous reste 1 minute, vous souhaitiez poser une question, notamment sur le Grand Paris. Oui, absolument. Il y a beaucoup de maires à gauche. Parmi les socialistes, plusieurs sont partisans d'un maire du Grand Paris ou tout au moins d'une campagne qui soit à l'échelon du Grand Paris avec tous les candidats du PS, par exemple, dans les communes du Grand Paris qui portent une même plateforme de proposition concernant la métropole. Est-ce que vous aussi, vous estimez que le Grand Paris doit être renforcé comme instance de gouvernance en Ile-de-France ?
C'est compliqué en quelques secondes. En revanche, ce que j'estime, c'est qu'il faudra forcément avoir une réflexion sur comment les différents échelons sont organisés au niveau de Paris, qui fait quoi. Je pense que c'est absolument nécessaire aujourd'hui et que ça fera aussi partie du job, je dirais, du prochain maire de Paris. Et merci beaucoup Jacques Paquier, directeur de la rédaction du journal du Grand Paris. On va regarder justement la une du Grand Paris qui est consacrée au plan de relance régional sur le logement présenté à Valérie Létard, donc la ministre du Logement. Merci Catherine Dumas d'avoir été notre sénatrice du jour. Votre interview est à retrouver en podcast. Et puis dans 20 minutes, ce sera l'heure du Club des Territoires. On parlera de la réforme de l'audiovisuel public. Le débat commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale, un débat sous haute tension sur un texte qui est, on le rappelle, d'origine sénatoriale. Catherine Dumas, vous laissez votre place à notre invité politique du jour. Aujourd'hui, c'est Julien Audoul.